on va continuer sur le même thème finalement, hein, mais pris autrement. La table ronde a été intitulée « Mourir chez soi, quel que soit son lieu de vie ». Et vous allez avoir 4 points de vue, 4 regards qui sont différents et sans doute complémentaires, qui vont pouvoir s'exprimer sur cette question-là. Alors, je vous explique les règles du jeu pour qu'elles soient bien claires. Il va y avoir d'abord un premier tour de piste des 4 intervenants qui chacun vont intervenir par rapport à leur domaine, par rapport aux questions qu'ils abordent. Et ensuite, on va essayer de faire débattre toutes ces personnes aussi sur des questions d'actualité, puisque tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui sont au cœur de l'actualité législative et politique, enfin, en tout cas, tel que ça a été annoncé avant le remaniement ministériel. Et puis, dans un troisième temps, bien sûr, vous aurez l'occasion de vous exprimer à travers une série de questions-réponses. Et on a 1h30 à peu près pour mener à bien ce débat-là. Alors, je vais commencer par monsieur le professeur Franck Chauvin, qui a été, alors, je ne sais pas si on doit dire au passé ou au présent, est président de la commission d'élaboration de la stratégie décennale, soins palliatifs, prise en charge de la douleur et accompagnement de la fin de vie. Donc c'est sur la période 2024, nous y sommes 2034. Et alors, vous allez nous expliquer déjà un peu, déjà donner quelques informations sur cette stratégie et surtout, quelles sont les principales conclusions que vous avez, tout ça en 7-8 minutes, donc c'est très difficile, je reconnais. Quelles sont les principales conclusions de la stratégie telle qu'elle a été élaborée? Voilà, à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc effectivement, en juin, la ministre déléguée, donc Agnès Firmin-Lebaudot, m'a confié la présidence de ce qu'on a appelé l'instance stratégique de réflexion sur les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et l'accompagnement de la fin de vie. Et donc on a eu à réfléchir, et c'était la feuille de route que j'avais, on a eu à réfléchir à des mesures qui constitueraient une stratégie pour les 10 ans qui viennent concernant ces 3 domaines. Alors peut-être avant de commencer, puis je vous expliquerai après, mais on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on est plusieurs, notamment ma voisine y a participé, Karine Lefebvre a participé aussi à toute cette mécanique. Le but est d'arriver en fait à une loi concernant à la fois les soins palliatifs, pour faire simple, et l'aide à mourir ou la fin de vie en France. Alors, premièrement, sur le travail sur cette stratégie, sur les soins palliatifs, la fin de vie, effectivement, ça pourrait être très long, et rassurez-vous, je vais essayer de faire court. Et puis, Gwendoline Coulaine, si me permet que je l'appelle comme ça, nous a donné des exemples, et à la fois qui amènent des réactions, et à la fois qui interrogent. La première chose, c'est que d'abord, une première chose, c'est qu'il est normal de mourir. D'accord ? Aujourd'hui, 1800 personnes à peu près sont décédées. D'accord ? Donc il y a 1800 personnes qui ont vu leur fin de vie aujourd'hui. Il y en a à peu près 650 000 par an en France. Donc il est normal de décéder, et rassurez-vous, enfin, sauf s'il y a des extraterrestres, mais ça sera notre cas à tous. Parce que pour l'instant, on n'est pas arrivé à changer ça. Et parmi tous ces décès, 70% des personnes, comme Lisette, souhaitent décéder à domicile, tranquillement, et ne souhaitent pas du tout terminer dans un hôpital avec des tuyaux, des respirateurs, etc., etc. Et cette réflexion, si on ne la prend pas en compte d'emblée, effectivement, on va aboutir à des solutions qui sont des solutions qui, de notre point de vue, en fait, nous amènent à une impasse. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans à peu près, même maintenant, malheureusement, un peu plus, 50 ans ? C'est que, en fait, notre système actuel repose sur les années 70. En fait, tout notre système de soins, pas le système de santé, mais le système de soins, a été constitué dans les années 70. Années 70, c'est une France qui est jeune, qui a des maladies aiguës, qu'il faut traiter. Et on les traite comment ? On les traite par la technique, le développement de l'hyperspécialisation, etc. Ce qu'on vit encore d'une certaine façon aujourd'hui.
Le problème, c'est que la France a complètement changé, et c'est rien par rapport à ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que la France a vieilli, la France n'est plus un peuple atteint par des maladies aiguës, c'est un peuple qui est atteint par des maladies chroniques. Plus d'un tiers des Français, l'année dernière, ont consulté, ont été hospitalisés, ont eu un traitement pour des maladies chroniques. C'est dire à quel point ces maladies chroniques sont en train, on n'en a pas conscience, mais sont en train de changer complètement le paysage, et donc amènent à un changement complet, à une réorientation de notre système de santé. Si on veut en fait changer notre système de santé, le réorienter, on voit bien que c'est quand même très compliqué. Parce qu'en fait, ce changement, il doit accompagner et en même temps impulser un changement sociétal. C'est-à-dire comment on considère la mort, comment on considère la maladie, jusqu'où on veut accepter des traitements. Or, en 70, et même un peu avant, si on veut faire de l'histoire de la médecine, on nous a fait croire, en fait, que d'une certaine façon, on était immortel. Et que la médecine allait résoudre tous les problèmes. Et que donc, ce n'était pas compliqué. Quand on allait mourir, eh ben, il fallait être hospitalisé et que là, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous et on va régler tous les problèmes. Malheureusement, on sait maintenant que ce n'est pas le cas. Et il faut qu'on accepte tous de redescendre, en fait, à une situation qui est normale. Et tout à l'heure, j'entendais l'intervenante précédente dire « Il arrive qu'on décède dans des résidences autonomie. » Mais enfin, je veux dire, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des décès. C'est normal qu'il y ait des décès dans l'immeuble dans lequel on vit, chez les voisins d'à côté, et etc., etc. Et si on ne se met pas ça dans la tête, en fait, ça va être très compliqué. Parce que sinon, il va falloir construire des hôpitaux, des lits qui accompagnent les 600 000, les 650 000 décès par an. Mais ce n'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. Et donc, ce changement, en fait, comme on dit, ce changement de paradigme, va nous amener en fait à des choix qui sont assez contradictoires avec les choix qu'on a faits jusqu'à présent. Je ne sais pas où j'en suis dans le timing. Oh, vous avez 2 minutes 30. 2 minutes 30, ouais, c'est parfait, c'est plus qu'il n'en faut. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on a dit... je vous donne 3 minutes, allez. Pardon ? Je vous donne 3 minutes, parce que vous avez quand même élaboré une stratégie décennale. Oui, mais j'ai dit l'essentiel. Parce qu'après, il suffit de décliner ça. Et on peut décliner ça. L'autre point, et Lisette nous aide encore, est-ce que vous avez fait, je ne sais plus où est l'intervenante précédente, mais en fait, tout ça suppose qu'on anticipe les choses. Et qu'on ne peut pas dire une semaine avant le décès aux gens qui vont mourir. On ne peut pas dire à la famille une semaine avant que ça va se passer. D'abord parce qu'on ne sait jamais quand ça va se passer. Moi, je suis médecin, je suis cancérologue de formation, donc je connais un peu cette question. Aucun cancérologue n'est capable de dire quand ça va se passer. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive à anticiper la mise en route de ces traitements. Et c'est pour ça qu'on a proposé, première mesure, qu'on arrête de parler des soins palliatifs qui, dans notre pays spécialement, sont extrêmement connotés, et qu'on parle de soins d'accompagnement. Et qu'on envisage les soins d'accompagnement dès lors qu'on fait le diagnostic de maladie chronique. Et à ce moment-là, c'est plus facile, parce qu'on traite la douleur, on traite la dénutrition, on traite le manque d'activité physique, etc., etc. Et tout ça, c'est des soins d'accompagnement, qui ne sont pas les soins palliatifs que nous connaissons, qui consistent à être dans un lit ou même à domicile, mais avec l'hospitalisation à domicile, des perfusions, etc. etc. Deuxième chose, donc on change la terminologie, on anticipe, et ensuite, l'autre point essentiel, me semble-t-il, c'est qu'il faut mobiliser la société sur ces choses-là. Or, le propre d'une... Excusez-moi de faire un tout petit peu de sociologie. Le propre d'une société post-moderne comme la nôtre, c'est qu'elle sous-traite, en fait, à des tiers les événements qui la dérangent. Et donc, la sous-traitance, en fait, on a sous-traité le décès, tous autant que nous sommes, on a sous-traité le décès aux soignants. Mais les soignants, en fait, sont tout sauf faits pour
s'occuper des décès. S'il y a une chose que des cancérologues, par exemple, n'admettent pas et n'admettront jamais, c'est le décès de leur patient. Parce que si vous voulez traiter correctement quelqu'un dans la phase aiguë, il faut que vous croyiez au succès de ce que vous faites. Et donc, en fait, il faut qu'on permette à la société de se réapproprier le décès, de se réapproprier la fin de vie, et c'est à ce moment-là qu'on pourra répondre à la demande sociétale, qui est en fait assez simple, pouvoir décéder chez soi le plus tranquillement possible, sans souffrance, et c'est essentiellement ce que demandent les gens. Merci, vous avez tenu les 9 minutes, c'est très bien. J'aurais des questions à vous poser, mais je le poserai dans un second temps. Karine Lefebvre, vous allez suivre la prise de parole. Alors, bon, vous avez beaucoup de titres, hein. Moi je vais résumer, parce que vous êtes professeur de droit, essentiellement, et vous travaillez beaucoup sur l'éthique. On va résumer comme ça, c'est plus compliqué que ça, mais bon, il faut bien... Le boulot de journaliste, c'est de résumer les choses. Et surtout, je ne sais pas si c'est surtout, mais vous êtes surtout vice-présidente du comité consultatif national d'éthique, qui est souvent appelé, bien sûr, à donner son avis sur les différents domaines. Alors, j'ai une question un peu qui peut paraître un peu théorique, mais je pense que c'est quand même important. Quand on dit mourir chez soi, est-ce qu'il y a des implications juridiques en termes peut-être de responsabilité, parce que je pense qu'il faut aborder cette question de la responsabilité quand même, et aussi bien sûr d'éthique, mais souvent on va assez vite là-dessus. On dit de mourir, tout le monde veut mourir chez soi, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais enfin, beaucoup de gens veulent mourir chez soi. Le chez soi, ça peut être chez soi historique, mais ça peut être un chez soi d'adoption, je veux dire, résidence autonomie, EHPAD ou autre structure, logement alternatif. Est-ce que cette question est une question pertinente, la question des dimensions juridiques, un peu du mourir chez soi? Et puis bien sûr, vous avez plein d'autres choses à nous dire, mais déjà, si vous pouvez éventuellement esquisser une réponse à cette question, ça m'intéresserait. Alors, j'esquisse. Je n'esquive pas, j'esquisse. Donc bonjour à toutes et à tous, et merci à la FNADEPA d'organiser, de s'être emparée de ce sujet. Et puis deuxième point, j'ai compris qu'il y avait une OPA de la Bretagne à la FNADEPA. Est-ce que vous êtes bretonne, vous ? Voilà. Alors je viens de Rennes, donc je crois que la case est cochée. Et puis dernière remarque, je travaille beaucoup sur les questions de maltraitance et de bientraitance depuis longtemps, mais vous avez introduit la notion de sous-traitance, donc voilà, ça va être peut-être inspirant. Alors, en fait, effectivement, je vais répondre à votre question parce que quand on me demande d'intervenir sur un sujet, je le décortique toujours, j'entoure, je raye, etc., le titre. Et je me suis interrogée sur le mourir chez soi, quel que soit le lieu de vie. Et finalement, c'est intéressant pour un juriste parce que ça change de la qualification juridique du domicile qui, en fait, recouvre de façon transversale à la fois l'habitation, sa maison, son appartement, et puis ça peut être une résidence autonomie ou ça peut être un EHPAD ou une chambre d'hôpital, etc. Donc la notion de chez soi est tout à fait intéressante. Et en fait, on franchit le seuil de ce que je qualifierais d'extrême intime, hein, à la fois d'un point de vue physique et psychique. Quand on dit mourir chez soi, on est vraiment, d'abord c'est le chez soi et ensuite c'est la fin de vie. Avec sans doute, on peut présumer aussi qu'il y a des différences, des disparités entre mourir dans son domicile at home, si on peut dire, donc en ville, et puis dans un EHPAD ou à l'hôpital. Mais en droit, la présomption peut être retournée par la preuve contraire, donc rien n'est jamais acquis. Alors, ce que ça m'inspire aussi, c'est que mourir, c'est bien sûr la fin de la vie. Ça aussi, c'était intéressant. Franck, vous avez dit que finalement, ça serait intéressant de changer de terminologie, notamment de ne plus parler de soins palliatifs, mais d'accompagnement. Donc, ce sera une stratégie décennale d'accompagnement de la fin de vie, peut-être. Mais on entend beaucoup, vous avez remarqué, hein, depuis plusieurs mois, plusieurs années, la notion de bien vivre apparaître, bien vieillir, bien mourir. Bon. Alors, avec toute la subjectivité que ça recouvre. Et puis, pour avoir effectivement, au sein du Comité consultatif national d'éthique, qui, vous savez, a rendu un avis 139 en 2022, ça fait plus de 3 ans et demi qu'on travaille, vraiment qu'on est plongé un petit peu sur tous les argumentaires de la fin de vie, quels que soient les lieux de vie, justement. J'ai l'impression, moi, que c'est très long. Et puis, en échangeant juste avant, Franck Chauvin me disait, finalement, c'est assez rapide dans l'articulation des mécanismes, mais bon, voilà, là aussi, tout est relatif. C'est aussi très long en attendant la loi. Donc, finalement, la question centrale sur le mourir chez soi, ça serait quelles
quelles seraient les conditions ou les bonnes conditions du mourir, ou alors quelles seraient les conditions du bien mourir, que ce soit en établissement ou à domicile. Et finalement, pour moi, c'est une affaire de trois choses. Une affaire de droit, c'est aussi une affaire d'éthique, et c'est enfin une affaire de politique. Une affaire de droit, parce que finalement, c'est d'abord considérer la personne humaine à travers ses droits fondamentaux. Et moi aussi, je ne peux pas ne pas rebondir sur le témoignage de Gwendoline Coulet. Gwendoline, vous avez, avec votre témoignage, incarné bien sûr les difficultés du manager, mais vous avez incarné le directeur qui met en avant, en premier, le respect de la volonté de la personne. Voilà, ça peut paraître une évidence, mais moi, mon travail, c'est de constamment revenir comme Pénélope sur la tapisserie et de ne pas défaire les choses, c'est-à-dire de rappeler ces droits fondamentaux, le respect de la dignité, le respect, la recherche du consentement, y compris de l'anticipé, de la vie privée, de la vie familiale, de l'intimité. C'est pas pour rien que les textes, depuis 20 ans, et les chartes qui sont écrites le renforcent. Il me reste combien de temps ? Oh, ça va, vous avez du temps là, au moins 4-5 minutes. Alors, parmi les chartes, une des dernières qui a été travaillée pendant la période Covid, c'est la charte d'éthique et d'accompagnement du grand âge, où l'article 7, vous avez 10 articles. Je ne peux que vous inciter à revenir sur ce texte. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier, jusqu'au terme de son existence, de la meilleure qualité de vie possible. Permettre aux personnes qui le souhaitent d'indiquer à l'avance leurs préférences et leurs volontés, prendre soin des personnes en fin de vie et honorer les défunts. Je pense que là encore, l'exemple que vous avez raconté de Lisette l'incarne complètement. Alors, parler de droit, c'est parler des risques aussi. Donc, tout à l'heure, je rebondissais sur le terme de sous-traitance, mais si on ne respecte pas ces droits fondamentaux, on rentre dans le champ de la maltraitance. Alors, je vous rappelle que là aussi, quand on travaille depuis longtemps sur ces questions-là, il y a quand même une petite révolution en 2022 avec la nouvelle définition de la maltraitance élargie qui a été l'objet d'une co-construction pendant 2 ans par la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, où on a abordé plein de sujets. Donc, voilà pour le droit. Alors, c'est une affaire d'éthique aussi, les deux étant extrêmement liés, puisque l'éthique, la réflexion éthique, même si c'était compliqué à mettre en place, même si ça peut paraître être compliqué, même si j'entends souvent dire on n'a pas le temps, on n'a pas de moyens, etc., ça reste quand même une clé pour apprendre à se questionner à regard croisé face aux dilemmes, aux doutes, au désarroi et aux professionnels qui sont démunis. Et 3 exemples, simplement, que j'ai vécu, qui m'ont marqué lors d'une immersion dans un EHPAD. Un aide-soignant vient me voir et me dit « Je ne sais pas si je peux vous poser la question. Je ne sais pas si j'oserais vous poser la question, mais je ne sais pas si cela a encore du sens qu'on continue à s'acharner sur Monsieur X qui est dans telle chambre. » Et je voyais bien que cet aide-soignant était extrêmement mal avec cette situation. Il ne savait pas à qui en parler. Autre exemple, extrêmement touchant, une attention très forte des professionnels de nuit qui sont allés plusieurs fois pendant la nuit, je les ai suivis, voir au chevet d'une personne qui ne parlait plus du tout, qui était en situation de très grande dépendance et qui voulait être présente pour le dernier souffle. Ça m'a extrêmement touchée parce que c'était à des antipodes du discours qu'on peut entendre dans les médias sur ces questions-là. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et puis, dernier exemple, une femme aimante à domicile qui, pendant des mois, garde son mari, qui est hospitalisé plusieurs fois et qui craque, qui hurle contre le médecin de l'hôpital qui, tout de go, lui annonce le retour à domicile alors qu'elle a épuisé vraiment toutes ses ressources et que pourtant, elle veut respecter le choix de cette personne. Voilà, donc exemple éthique, et vraiment une petite minute. Ces questionnements de fond, ça va permettre d'aborder, de s'interroger sur que faut-il privilégier entre le désir de la personne, de l'entourage, les contraintes des professionnels. C'est d'essayer de trouver l'équilibre des intérêts. C'est aussi répondre à ce type de questions. Quand est-ce médicalement ou éthiquement nécessaire d'hospitaliser contre la volonté de la personne, on revient à l'exemple de Lisette, qui, elle, c'était pour mourir. Donc, quelle promesse peut-on tenir au crépuscule de la vie, pour paraphraser Romain Gary, qui lui parlait de l'aube ? Donc,
finalement, c'est quelle réponse éthique peut-on proposer à la souffrance des managers et des professionnels, mais aussi des familles, dans cette période tout à fait particulière de l'extrême fin de vie. Et puis, enfin, mais on l'abordera dans les questions, je pense, c'est aussi une histoire de politique, mais vous voyez, je ne l'ai pas mis d'abord. Hein. J'ai d'abord parlé des droits et des questions d'éthique, mais bien sûr, c'est aussi une affaire de politique. Et la politique, ce sont des messages, ce sont des priorités, ce sont des moyens, bien sûr. Alors, la stratégie nationale, pour le coup, elle est quand même bien enclenchée. Hein. Je pense que même si voilà, on est dans une phase d'attente, il y a quand même pas mal d'espoirs qui sont fondés là-dessus. Les débats sur la fin de vie, on voit que ça crée des consensus, des dissensus, mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement sensible. Et puis, si vous me posez la question, je vous dirai ce que je pense de la dernière version de la proposition de loi issue du Sénat, de la Commission des affaires sociales, qui me laisse songeuse. Pas dans le bon sens du terme. Mais merci. Vous avez fait le même temps que votre voisin, sans se concerter, c'est très bien, parfait. Alors je me tourne vers l'autre côté de la scène. Alors on va, même si c'est pas aussi schématique que ça, mais on va plutôt passer sous l'angle des expériences plus de soignants ou de praticiens, de professionnels, même si je nie pas la dimension expérience aussi de nos deux précédents intervenants. Alors, le docteur Ramez El Saïd, vous êtes médecin, vous êtes exprimé tout à l'heure, d'ailleurs, lors du premier débat. Vous êtes médecin d'une équipe mobile de soins palliatifs en Seine-Saint-Denis, tout près d'ici, à quelques kilomètres d'ici. Alors, peut-être que déjà, je pense que la plupart des personnes ici présentes connaissent un peu, mais pas forcément dans le détail. Je veux dire un peu comment vous intervenez. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, si cette question, si vous sentez que vous êtes, enfin, que cette dimension-là d'intervention dans différents lieux de vie, c'est plus fréquent, c'est plus facile, ça devient quelque chose d'habituel, ou ça reste encore quelque chose de difficile. Et peut-être que vous aurez d'autres choses à nous dire. Déjà, vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, déjà, oui, en fait, on va dire que mon équipe et moi-même, on est un petit peu la mise en application de tout ce qui a été cité par mes prédécesseurs. Donc, effectivement, nous intervenons, nous sommes médecins, infirmiers et psychologues, et intervenons en appui, en fait, auprès des intervenants de première ligne, à domicile, en EHPAD, et évidemment les résidences autonomie et toute forme de logement, de type de logement. Pour faire, en résumé, en fait, on est appelé, on essaie d'intervenir dans les 24-48 heures parce qu'on considère que la personne en phase palliative de sa maladie est une personne très instable physiquement, psychiquement, donc il nécessite en fait une intervention assez rapide pour qu'on puisse à peu près les accompagner correctement à la maison, ou en EHPAD, ou en foyer logement. Voilà, en termes, pour faire quelques chiffres, il y a des... alors, finalement, il y a un effet entonnoir, c'est-à-dire on va dire que 80% de nos patients, les patients que nous suivons, décèdent dans leur lieu de vie et 20% à l'hôpital. Ça, c'était en 2022. Alors, c'était apparemment, peut-être, là, si on était caricatural, enfin, on était un peu goguenard, c'est-à-dire que 10% qui ne voulaient pas rester à la maison sont restés à la maison, des fameux 70%. Voilà, mais en fait, non, il y a tout à fait un effet entonnoir. Excusez-moi mon humour un peu déplacé. Quoi d'autre ? Disons que, alors, qui vous appelle les personnes qui nous appellent, on dit tout le monde peut nous appeler. En réalité, ça peut être, évidemment, en majorité, c'est les intervenants de ville, notamment les médecins traitants et les infirmières libérales, les HAD, et les soignants d'établissements de santé en deuxième, et parfois, et ça peut être fréquent, les proches. Et parfois, encore plus rare, et là ça devient très délicat, le patient lui-même. Donc on a des « Allô, je suis en soins palliatifs, qu'avez-vous à m'offrir ?» Donc là, c'est assez compliqué. Mais bon, ça, on arrive, on a nos façons de travailler.
Donc voilà, donc les personnes qui nous appellent. Sinon, on a des durées suivies qui sont environ de 3-4 semaines en général. Ça peut être très rapide, des interventions très très courtes parce qu'on est dans des situations extrêmement aiguës avec des patients qui peuvent mourir dès qu'on arrive, dans des situations extrêmement symptomatiques, comme des patients qu'on peut suivre pendant très longtemps. Pareil, la tranche d'âge, ça peut être, on va dire, nous occupons des adultes. L'adulte, ça veut dire à partir, on va dire, de la majorité jusqu'à la fin de vie. Donc, on peut avoir des centenaires. Et on va dire, en moyenne d'âge, on a des patients qui sont de plus... Enfin, j'avais relu un peu les rapports d'activité. On avait des patients à peu près, maintenant, en moyenne d'âge de 75 ans. Évidemment, il y a une intrication gériatrique et cancérologique, parfois, et autres. Donc, évidemment... alors, je sais que là, je suis un peu fouillis. Hein, c'est pour ça que j'espère profiter de vos questions pour pouvoir répondre de façon plus précise. Mais évidemment, on prend en compte non seulement l'aspect clinique, mais évidemment les dimensions psychiques et sociales. Cela va de soi. La part intéressante aussi de notre équipe, c'est que une fois que le patient est décédé, nous n'en restons pas là. On a parfois... on propose systématiquement auprès des proches un suivi de deuil, en fait, 1 mois plus tard, par le biais d'une question de qualité, c'est-à-dire de savoir si on a bien travaillé. Alors évidemment, le patient ne peut pas répondre, mais en tout cas, les proches peuvent éventuellement nous dire là où il y a eu quelques écueils, ou ou pas, enfin en tout cas. Et dans ce questionnaire, nous profitons de proposer un suivi de deuil auprès d'eux. Voilà. Alors, aussi encore une autre parenthèse, excusez encore le côté un peu fouillis, je ne suis pas rompu à l'exercice du tout des colloques, mais nous avions un adage, en fait, je pense que c'est peut-être pré-Covid, on va dire, et peut-être qu'il doit y avoir un biais par la suite, mais on avait cet adage qui disait souvent que 100% des patients que nous suivions en EMS décédaient dans leur lieu de vie. On va dire, tous quasiment. C'est moins vrai là, ces dernières années où on a l'impression que, indépendamment des résistances des soignants, on connaît ça, c'est un peu on va dire notre quotidien. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui fait que parfois on se sent obligé de transférer des patients. Alors, quand nous on arrive à avoir un peu la main, on arrive à les transférer en unité de soins palliatifs. Parfois, quand on n'est pas non plus nous-mêmes de première ligne, parfois les patients nous échappent, se retrouvent hospitalisés. Alors, évidemment, échec total, c'est quand un patient décède aux urgences. Là, cette année, ça n'a pas été le cas. Enfin, l'année précédente, ça n'a pas été le cas, ni les années précédentes, mais c'est déjà arrivé. Est-ce que je peux poser une question? Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les EHPAD ou les résidences d'autonomie? Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme partout ailleurs ou est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous devez intégrer pour votre intervention? Comment ça se... Alors, évidemment, quand les EHPAD... déjà, les EHPAD, oui, nous appellent. Souvent, quand nous intervenons, c'est à la demande, la plupart du temps à la demande des EHPAD. Quel que soit le corps de métier, à partir du moment où on a évidemment, alors dans la mesure du possible, c'est évidemment le souhait du patient qui prime, et évidemment s'il n'est pas en mesure de s'exprimer, le proche. Mais en tout cas, j'ai oublié la question, ça y est, je me perds. Parce que vous parlez de façon très générale, mais oui. Spécifiquement avec les EHPAD ou les résidences d'autonomie, comment ça se passe? Est-ce que c'est le même type d'intervention? Est-ce qu'il y a des blocages que vous ressentez ou pas? Alors la photographie de Madame Lisette, comme on dit, est différente effectivement au domicile qu'en EHPAD. Je pense que par exemple, notamment, nous on a l'impression, mais ça c'est du ressenti de notre équipe Océane dans le 93 Sud, qu'on est par exemple confronté à des résistances des intervenants, enfin en gros des soignants d'établissement sur effectivement la difficulté d'accepter des fois l'évolution d'une maladie. Alors voilà, on peut avoir en fait, même parfois on peut se retrouver à des situations conflictuelles. C'est ça que c'est un peu difficile entre, on va dire, équipe A et équipe B qui
qui n'ont pas du tout la même vision du même patient. Ce qui est, je pense, normal, on va dire, chacun a ses propres résistances, et c'est à nous un petit peu de travailler là-dessus, essayer d'accompagner. Alors on a ce rôle de formation au lit du malade, évidemment, enfin de former un peu mais c'est des formations accélérées, hein, évidemment. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien, à terme, ce qu'on faisait auparavant, mais on le fait moins ces derniers temps, c'est des formations, on va dire, théoriques, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que la formation sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas si j'ai l'impression de... On vous redonnera la parole dans un second temps. Alors, on va passer à notre quatrième et dernière intervenante, Carole Sanson. Alors, vous êtes directrice d'un EHPAD, de plusieurs EHPAD publics, je ne sais plus trop, aux Herbiers, en Vendée. Bon, c'est à peu près la même question qu'à votre voisin. C'est comment ça se passe, l'intervention, comment ça se passe la fin de vie en EHPAD. Est-ce que vous avez le sentiment que la prise de conscience est meilleure par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a des blocages, des réticences? Est-ce que vous faites appel aussi éventuellement à des équipes de soins palliatifs mobiles, d'équipes mobiles de soins palliatifs? Racontez-nous un peu ce qui se passe dans vos établissements. Bonjour à tous, je remercie la FENADEPA de m'avoir permis de venir aujourd'hui. En fait, j'avais répondu à une enquête sur les soins palliatifs avec l'infirmière Co qui est ici aujourd'hui, et j'ai été sollicitée à la suite, donc c'est un grand honneur. En fait, c'est un peu notre histoire de notre établissement que je vais vous raconter. Alors j'espère pas dépasser, vous me redirez. Et en fait, je suis partie un petit peu déjà du sujet de la mort, parce que parler de la mort, c'est encore tabou aujourd'hui. Et pourtant, c'est la finalité de chaque être humain. Donc mourir chez soi, quel que soit son lieu de vie, c'est la grande majorité qui partage cette envie. Et en fait, j'ai eu une carrière hospitalière en tant qu'infirmière et cadre de santé. Et j'ai été amenée trop souvent à accompagner des personnes âgées qui sont décédées à l'hôpital. Et je me suis dit, j'étais persuadée qu'en fait, on aurait pu faire autrement si nous avions eu les moyens de bien préparer leur retour et leur prise en soin. Donc ce questionnement, en fait, il a été partagé avec l'établissement de la résidence Fontaine du Jeu. Donc en fait, les Herbiers, on a une seule entité juridique, mais nous avons 3 établissements, 3 EHPAD, avec 262 places d'EHPAD. Donc c'est assez important. Et du coup, cette culture palliative, cette volonté de garder et d'accompagner le résident selon sa volonté jusqu'au bout, je l'ai trouvée en arrivant aux Herbiers, donc j'étais ravie. Sauf que, voilà, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est arrivée, et violemment, sans que la population soit préparée. Le confinement, les ordres et contre-ordres ont eu des répercussions dramatiques sur les accompagnements de fin de vie, et surtout dans les premiers mois. Des résidents qui décèdent sans avoir pu voir leur famille, des professionnels qui recouvrent les résidents dans des housses noires sans que leurs proches aient pu leur dire au revoir. Et j'en passe. Nous avons vécu à ce moment-là une déshumanisation totale de nos valeurs de soignants. Et de cette période difficile, on a tiré les leçons et nous sommes posés les bonnes questions. Plus jamais ça, c'est une phrase qui résonne dans notre quotidien et dans notre mémoire. Et désormais, avec toutes les équipes, nous adaptons le quotidien malgré les épisodes de cluster, en mesurant en permanence le bénéfice-risque pour chaque personne accompagnée et selon sa volonté propre. Nous questionnons l'essence même de notre métier. Comment accompagner une personne âgée en fin de vie qui a besoin de présence, d'écoute, d'attention, de soins techniques pour soulager ses douleurs physiques et psychiques? Comment l'accompagner avec des ratios de professionnels, agents, AS, infirmiers, qui ne laissent peu de place au temps relationnel? Donc cette réflexion collégiale, on l'a donc mise en priorité dans notre projet d'établissement. Nous avons travaillé sur plusieurs années. Et puis, en fait, on a donc décidé de mettre en place des choses, des groupes de travail et d'avoir des référents soins palliatifs. Et on a fait pas mal de constats. Aujourd'hui, en fait, notre établissement, il est loin des établissements sanitaires. Les établissements les plus proches, que ce soit centre hospitalier ou soins de suite,
qui ont des places aussi de soins palliatifs. Ils sont entre 30 et 60 km de chez nous. Donc, bien sûr, on a des conventions de partenariat avec les équipes mobiles de soins palliatifs. L'HAD, alors c'est de Cholet, qui est en plus dans un autre département et qui est le plus près de nous. Et moi, j'ai intégré le bureau de l'HAD. Et en fait, le médecin, on a la chance d'avoir un médecin coordonnateur qui est ici présent, Dr Chauveau Almerac, qui est à 90% pour l'ensemble de nos 3 établissements. Donc, elle fait un gros travail de lien avec tous nos intervenants, les équipes mobiles, l'HAD et également les médecins généralistes. Et elle permet d'interpeller aussi souvent que la situation se présente. Alors, bien sûr, hein, comme tout un chacun, quand la santé de la personne accompagnée le nécessite, on peut faire appel à des thérapeutiques spécifiques comme l'hypnovelle, la morphine, la scopodermine, etc. Mais aussi, les équipes mobiles et l'HAD nous accompagnent sur des conseils, sur des prises en soins très spécifiques. Alors, on a aussi la chance d'avoir 4 psychologues à temps partiel, dont une qui est formée, qui a un diplôme de la Société française d'hypnose dans le cadre de douleurs chroniques. Donc, dans ce cadre-là, elle peut aussi nous accompagner. Comme je vous disais, on a des professionnels référents soins palliatifs. Alors, je vais plus parler aussi de tout ce qu'on peut mettre en place, à leur proposer des lits d'accompagnants, accompagner les familles. Et puis, bien sûr, nos EHPAD, même en période de cluster, sont ouverts 24 heures sur 24. Quand nous avons aussi mis en place des petites choses alors pratiques, hein, comme le kit de soins palliatifs, qui est un kit de soins de confort, qui permet de proposer des petits soins de bien-être, comme des soins de bouche, des touchés massages, des diffuseurs d'huile essentielle, etc. Et puis, on a aussi instauré, parce que c'est une étape importante, pas mal de rituels au moment du décès du résident. Alors, bien sûr, on accompagne les autres résidents qui voient l'un des leurs partir. Ils peuvent faire des visites. On a un cadre photo avec une bougie symbolique qui est exposée à la vue de tout le monde. On peut être amené à faire, s'il le souhaite, une haie d'honneur partagée avec les professionnels et les résidents. Et en plus, on peut avoir aussi une musique choisie par la famille, ainsi que la lecture d'un poème. On peut aussi organiser des visites au funérarium, si besoin. Et puis, on a les psychologues donc, qui accompagnent les équipes. Alors, on a une psychologue qui est spécialisée dans les analyses de pratique, qui nous aide aussi dans la prise de distance, dans la prise de recul, dans tous ces moments difficiles. Et puis, pour accompagner les familles des défunts, on a mis en place le Café du Souvenir, qui permet d'évoquer ensemble, de prendre un temps partagé avec les équipes et les familles. Ça peut aussi aider, que ce soit les professionnels ou les familles, à faire le deuil. Et on évoque les souvenirs, le défunt à ce moment-là. Alors, dans notre projet établissement, on a voulu aussi continuer dans cette réflexion et on a mis en place un espace de réflexion éthique. Alors, c'est tout nouveau parce qu'il est ouvert depuis septembre 2023. On a juste eu une première rencontre. Alors, bien sûr, avec une infirmière qui possède un DU d'éthique. Et puis, ça permet de rassembler des professionnels, des familles et des résidents. Alors, on va avoir pas mal de questions puisque c'est vraiment une réflexion, mais sans apporter de réponse. Des questions autour de la liberté, sécurité, de bénéfice-risque. On aborde la sédation profonde, les directives anticipées, l'arrêt des thérapeutiques, etc. Alors, par rapport aux chiffres que vous avez évoqués, nous, sur les 3 dernières années, on a fait un petit peu le bilan. On a pu accompagner 85% de nos résidents jusqu'à leur décès au sein de nos établissements. Et sur ces 85%, 70% avaient une prise en soins plus technique avec le soutien de l'HAD et de l'équipe mobile. Et en fait, on a fait le constat, on a fait une étude. Pour les 15% des personnes âgées hospitalisées, 3/4 d'entre elles auraient pu être accompagnées au sein de nos établissements si nous avions eu les ressources suffisantes. Il vous reste 1 minute. Oh, 1 minute ? Une. Juste, pardon ? 1 minute. 1 minute. Donc, je vais vous parler un petit peu de nos différents constats. Donc, on a, comme tout le monde, rencontré des situations de prise en soins complexes qui ont pu nous mettre parfois en difficulté.
On a accompagné des résidents parfois vers une sédation profonde et continue, y compris même au sein de l'UPAD. Et puis, dans la limite de nos ressources, parfois on n'a pas pu réaccueillir des résidents qui étaient hospitalisés. De tout cela, on s'est dit que nous, notre volonté, c'était toujours de pouvoir accompagner les résidents jusqu'au bout. On est un lieu de vie, un lieu d'envie. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas les accompagner, même s'il y a des soins plus techniques. Donc, nous souhaitons mettre en place un projet expérimental. Donc, depuis 2021, nous avons rencontré à plusieurs reprises l'ARS et le département de notre région. Et j'ai la chance, ils vont lancer un groupe de travail sur les soins palliatifs. Ils ont finalement proposé que j'intègre ce groupe de travail. Donc l'idée, c'est d'identifier 9 places de soins palliatifs avec une équipe dédiée et formée. Donc je ne vais pas pouvoir vous détailler, mais je pourrais répondre aux questions justement sur ce que nous souhaitons mettre en place et comment le mettre. Bien sûr, comme c'est un projet expérimental, nous souhaitons bénéficier de professionnels supplémentaires pour pouvoir accompagner ce projet. Merci. Alors, je voulais rebondir sur votre intervention, parce que vous avez parlé d'un mot qui était absent depuis le début, le mot Covid. Et c'est pas vieux, c'était 4 ans, hein, c'était le début, hein, c'était mars, en tout cas c'était avant, hein, mais le début des mesures contraignantes, c'était mars 2020, donc ça fera 4 ans bientôt. Et alors, par rapport à la question de... Tout est tombé, c'est pas grave. Par rapport à la question de la mort et de la perception de la mort, de l'acceptation de la mort, de l'intégration de la mort dans notre société, je voulais savoir, parce qu'on peut avoir deux lectures différentes. On peut penser que ça a facilité les choses, parce que tout d'un coup les choses sont devenues courantes. Au contraire, on peut penser que ça crée de la terreur chez les gens, et donc ça empêche peut-être de penser. Quelle est votre vision des choses, professeur Chauvin ? Oui, merci. Alors, il se trouve que pendant la crise Covid, en fait, j'avais 2 responsabilités. J'étais président du Haut Conseil de la santé publique, c'est-à-dire l'instance qui conseillait le gouvernement sur toutes les mesures à prendre. Et j'étais dans le conseil scientifique Covid-19 que présidait Jean-François Delfrécy. Et en fait, la mesure concernant les EHPAD, c'est nous qui l'avons préconisée au gouvernement. Et ce qui s'est passé dans les EHPAD, et on en a discuté à plusieurs reprises avec Jean-François Delfrécy, nous a profondément marqué. On sait vraiment, c'est quelque chose qui me marquera jusqu'à la fin de mes jours à moi, et parce qu'en fait, on a conscience que, il fallait le faire, tel qu'on savait en mars, en fonction de ce qu'on savait en mars 2020, hein, je vous rappelle, en mars 2020, on ne connaissait pas le virus, on ne savait pas... et bon, bref. Et deuxièmement, la façon dont ça a été fait, ça a été vécu, et pour nous, vraiment un constat d'échec, en fait, à titre personnel. Et si vous regardez, en fait, les choses, ce qui s'est passé interroge plusieurs points. Ça interroge effectivement la notion de décès, d'accompagnement du décès, etc. On n'a pas le temps de détailler. Et puis ça interroge le modèle des EHPAD. Parce que quand on a vu à quel point le virus disséminait dans ces structures qui sont une concentration de personnes extrêmement fragiles, et on sait que pendant cette crise, c'est essentiellement les personnes fragiles, porteuses de maladies chroniques qui sont décédées, effectivement, on se dit que ce sont des établissements extrêmement fragiles dans lesquels, effectivement, les mesures à prendre devraient être renforcées. Et en fait, on a une forme de contradiction que, pour l'instant, moi, je ne sais pas résoudre sur le plan de la santé publique. Est-ce qu'il faut des mesures coercitives qui protègent ? Est-ce qu'il faut diminuer le risque, etc. Enfin bon, c'est un sujet qui, de mon point de vue, n'est toujours pas résolu, en tous les cas, dans le champ de la santé publique, dans le champ politique. Et en revanche, c'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid qui, de mon point de vue, permet de considérer le décès, l'accompagnement du décès d'une autre façon
que ce qu'on a vécu pendant cette crise et ce qu'on vivait avant. Donc ce que vous pensez, c'est que ça fait progresser la prise de conscience de l'acceptation de la mort donc comme un élément naturel de nos vies. C'est ça un peu, bien sûr, parce que si vous voulez, il y avait eu d'autres épidémies. Je rappelle simplement l'épidémie de 1968, la grippe asiatique. Personne n'en a jamais parlé. Elle a fait, on pense, plus de morts que la crise Covid. On ne retrouve aucune trace dans les journaux, rien du tout. La société se fichait complètement de ce qui se passait en termes de décès. En revanche, la crise Covid, donc, dans une population vieillissante, fragile, etc., a beaucoup marqué. Et donc, de ce point de vue-là, oui, ça nous a fait réfléchir à notre façon à tous de considérer la mort. Et je pense que là, il y a vraiment beaucoup à travailler encore, à faire des colloques, à échanger. Le comité d'éthique, bien sûr, a réfléchi là-dessus. On a déjà ensemble fait des réflexions autour justement des EHPAD, etc. Mais bien sûr que ça fait beaucoup progresser. Karine Lefebvre, je crois que vous vouliez dire quelque chose. 2 exemples très concrets pour montrer qu'à cette période-là, dans les EHPAD notamment, la réflexion éthique n'était pas qu'une cerise sur le gâteau, comme on pourrait l'entendre parfois. Alors, saisine au mois de mars par le cabinet Véran, juste avant de prendre la décision, faut-il confiner tous les EHPAD de France en même temps, C'était la question qui nous avait été envoyée, en tout cas moi, que j'ai reçue directement du cabinet du ministre. Et effectivement, dans la réponse du CCNE, alors il fallait répondre le jour même, donc on a quand même pris une semaine, parce que la réflexion éthique prend un peu plus de temps que quelques heures, mais déjà on était dans une période exceptionnelle. Simplement, voilà, si vous relisez, et je vous invite vraiment à le relire parce que je trouve que c'est un très bel avis, c'est qu'à la fois on reconnaît le caractère absolument exceptionnel de la situation, mais on réinsiste sur le fait que systématiquement et de façon régulière, il faut se réinterroger là encore sur les fondamentaux, sur la proportion, la juste proportion, et on pointe justement par rapport à je finis juste là-dessus parce que c'est important, on pointe à la fois le risque bien sûr sanitaire, mais l'autre risque de rupture de lien social qui pourrait accélérer aussi le sentiment ou la morbidité. Donc ça c'est un premier exemple. Juste une petite incise. Certains considéraient justement que l'équilibre entre les deux facteurs que vous indiquez n'a pas été trouvé, enfin n'a pas été en considérant que les mesures, les contraintes sanitaires l'ont largement emporté sur la volonté de préserver la vie sociale. Alors au début oui. C'est vrai, quand on parlait d'échec, oui, effectivement, mais on ne savait pas, alors c'est toujours plus facile de juger, voilà. Et moi qui ne suis pas médecin, j'étais quand même très inquiète en écoutant les médecins autour de moi, voilà, mais ce n'est que mon témoignage. Un autre exemple quand même, pour rebondir sur ce que vous disiez, avec cette levée de bouclier par rapport au décret sur le traitement fait au corps et l'interdiction des enterrements, etc. Donc c'était absolument dramatique. On s'est autosaisi au CCNE, donc le 15 mars, et donc on a réussi à faire assouplir le décret qui était vraiment trop restrictif. Mais vraiment, là, on voit l'intérêt des comités d'éthique. Là encore, c'est pas une cerise sur le gâteau. C'est parce qu'on a été saisi directement par les professionnels de terrain, ou par des comités d'éthique d'établissement, ou par des espaces de réflexion éthique régionaux. Donc c'est remonté au national, et on a aussi réfléchi et essayé de faire bouger les choses. Merci. Est-ce que de votre côté, en tant que praticien sur le terrain, vous avez senti, entre avant le Covid et après le Covid, vous avez senti des évolutions fortes ? Alors oui, déjà, moi j'ai été confronté, on va dire, désertification soignant, donc un peu pré-post-Covid. Après, pour le pendant Covid, nous on avait été sur la brèche, si j'ose dire. Et notamment, on a beaucoup été accaparés par les EHPAD. En fait, ils nous appelaient par 5 patients. Donc on allait et puis on intervenait pour voir 5 patients. Et quand on arrivait parfois, en fait, ils n'étaient plus que 3. Je pense que là, il y a du vécu pour chacun de vous. Chacune de vous. Et voilà, donc en fait, c'était des situations où les soins de qualité n'étaient pas du tout au rendez-vous. On était dans une situation très aiguë où on devait sédater des patients en détresse respiratoire.
où il fallait, voilà, c'était le symptôme qui créait avant tout, le double effet était au rendez-vous, le double effet de M. Leonetti était au rendez-vous, mais alors très au rendez-vous. Voilà, mais on ne pouvait pas faire autrement que de soulager le patient, et on était vraiment dans une situation, on va dire, extrêmement aiguë, auquel il fallait répondre. Après, voilà, donc le pré-Covid, post-Covid, oui, ça, moi j'ai vu qu'il y avait quand même... Alors, moi je me trouve aujourd'hui dans une position en tant que médecin, plus en première ligne qu'avant aussi, où on fait office de médecin traitant, parfois de médecin co, parfois de voilà. Donc, ça m'est arrivé de prescrire une radio du bassin pour déceler une fracture du col du fémur pour un patient qui hurlait depuis 3 jours parce qu'ils n'avaient aucun médecin sur place dans l'établissement. Donc, voilà. Évidemment, 3 jours après, une fracture du col, ça ne se passe pas très bien en général aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des histoires un peu comme ça. Après, pour revenir à l'histoire de la mort est à nos portes, il y a eu, faut pas oublier qu'il y a eu le sida. Donc c'est un peu ça aussi qui avait redonné un coup de boost aux soins palliatifs. Et bon, plus le Covid. Donc voilà. Alors l'idée de qui sommes-nous devant la mort, enfin c'est assez intéressant de se dire que quand même on a des périodes clés quand même qui sont assez majeures où on a une prise de conscience de la mort et on se demandait s'il n'y a pas une amnésie antérograde après ou post-traumatique, je sais pas, un PTSD, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Mais je sais pas si on accepte encore plus facilement aujourd'hui la mort, j'ai aucune idée là-dessus. Ouais. Alors, on a un peu exploré le passé relativement récent de notre pays avec le Covid. J'aimerais qu'on se tourne un peu vers ce qui va se passer maintenant. Donc, la stratégie décennale, vous l'avez écrite. On sait depuis peut-être la réélection d'Emmanuel Macron, je pense, qu'il devrait se passer quelque chose sur le plan législatif. Alors, on avait parlé d'un texte de loi. Après, semble-t-il, le président de la République avait parlé de 2 textes de loi en dissociant la partie soins palliatifs, qui s'appellera plus soins palliatifs, si j'ai bien compris, et la partie fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, parce que ça, c'était avant le remaniement. La ministre qui était chargée de mener à bien cette affaire n'a pas été nommée dans la première partie du casting, mais on ne sait pas si elle sera dans la deuxième partie du casting. J'avoue que moi, je m'y perds un peu. Est-ce que vous y trouvez, vous, professeur Chauvin? Oui, enfin, je me garderai bien toute interprétation politique, bien évidemment. Simplement, le dernier à avoir parlé de ce plan-là, en fait, ce n'est pas tout à fait le dernier. C'est le président de la République dont le discours a été interprété comme débouchant sur 2 projets de loi. Il y a eu un démenti de l'Élysée disant qu'il n'y aurait qu'un projet de loi. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Et l'autre personne qui est intervenue, c'est la ministre donc en charge, entre autres, de la santé, donc Catherine Vautrin, qui a dit qu'elle ne voyait pas d'opposition, qu'elle n'avait pas de problème avec un projet de loi portant sur la fin de vie, dont les soins palliatifs. Donc voilà où on en est pour l'instant. J'ai rendu un rapport à la ministre qui a servi de base à l'élaboration de la stratégie. Pour l'instant, on attend son officialisation. Et ce rapport, il va être passé d'un ministre à l'autre, parce que parfois les ministres partent avec leurs archives. Donc non. Non, le rapport, il est public. Je blague. Non, oui. Le rapport est public, il est sur le site accessible, sur le site du ministère, etc. Si vous permettez un mot par rapport à la discussion précédente. C'est la crise Covid, en fait, a introduit dans la réflexion, et c'est ce que disait Karine Lefebvre il y a un moment, la notion de balance bénéfice-risque des décisions. C'est-à-dire, quand on prend une décision, qu'est-ce qu'on en attend, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme effet délétère. Je rappelle simplement qu'en mars 2020, le dogme, et c'est resté assez longtemps, c'était ce fameux zéro Covid. Or, si vous voulez atteindre le zéro Covid, il n'y a pas 36 façons de faire. Il faut tout fermer. Donc, je veux dire, quand même, quand on a vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, etc., ça laisse assez rêveur. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. Mais simplement, quand on hospitalise en urgence une personne qui est en fin de vie, qu'est-ce qu'on en attend par rapport à
rester à domicile ou dans la structure dans laquelle est cette personne. Et c'est la question qu'on devrait se poser en permanence. Qu'est-ce qu'on en attend ? Et quand on connaît les risques qu'on prend à être hospitalisé en urgence, tous autant que nous sommes, eh bien, en fait, il faut tous se poser cette question. Et c'est la base de notre travail. Je rappelle qu'en Italie, il n'y a 0 hospitalisation dans un service d'urgence des personnes qui sont suivies dans les structures qui s'occupent de la fin de vie. Je reviens en arrière parce que j'ai une question qui m'a été posée par une personne qui est en visio. Ça concerne la crise Covid. Alors je suppose que vous allez être d'accord, mais durant la crise Covid, n'aurait-il pas été pertinent de s'appuyer davantage sur les équipes professionnelles qui travaillent à domicile pour renforcer l'accompagnement des personnes âgées et vulnérables? Donc services à domicile, SIAD, IDE libéral, etc. Alors, durant la crise Covid, n'aurait-il pas été pertinent de s'appuyer davantage sur les équipes professionnelles qui travaillent à domicile pour renforcer l'accompagnement des personnes âgées et vulnérables? Demande une internaute. Je vais répondre un petit peu. Oui, je vous en prie. Oui, alors, bon, on va dire, pareil, c'est encore de ma lorgnette, soins palliatifs. Oui, pardon. Donc de ma petite lorgnette 93 Sud de soins palliatifs. Donc en fait, on s'est aperçu qu'il y a eu parfois des désertions assez impressionnantes de certains services, que ce soit notamment des structures d'auxiliaires de vie. Il y a eu des moments où personne, voilà, il y a eu des structures qui fermaient. Alors d'une part parce qu'il y avait aussi le personnel qui était malade et parfois voilà, d'autres avaient peur. Enfin bref, on était dans une phase très aiguë, très aiguë de la situation. Il y avait aussi, on a assisté aussi à de belles histoires. Alors celle-là, je digresse un petit peu, où les proches en fait évitaient de faire hospitaliser les patients. Donc leurs parents, leurs grands-pères, etc. Donc finalement c'était quelque chose d'assez facilitant parce qu'il y avait quand même plus de monde à la maison, donc ce qui fait aussi la cheville ouvrière qu'une personne reste à la maison, c'est les proches et les proches aidants, donc ils étaient plus nombreux, ils étaient la plupart en arrêt de travail, la plupart en télétravail, et donc ça... Alors il y a eu des belles histoires quand même malgré tout où ils ont pu garder leurs aînés à la maison, quoi. Après, pour ce qui est des soignants, c'était un peu... je pense qu'il n'y avait pas ni mauvaise volonté, ni quoi, ni qu'est-ce. Il s'est passé des choses. C'est une phase aiguë où on ne savait pas grand-chose. Et j'ai vu des confrères décompensés. J'ai vu des médecins se mettre en hazmat pour recevoir leurs patients au cabinet médical. D'autres qui ont dit qu'ils ont fermé voilà, on peut mettre tous les soldats en première ligne. S'ils veulent pas, ils veulent pas, quoi. Ou ils peuvent pas, ou ils n'y arrivent pas. Voilà. Et tout le monde s'en est... Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les soignants, tout le monde s'en est remis de ces comment dire, un an et demi de crise Covid, ou vous pensez qu'il y a encore des grosses séquelles? Je pense qu'on en a tous un peu. Vous avez tous un peu? Tous, moi inclus, je pense. Quelque D'accord. part, j'en sais rien. Vous êtes d'accord, madame? Oui. Je pense qu'on ne peut pas être remis complètement de ce qui s'est passé, mais on a essayé, nous on a des soignants qui ont été traumatisés pour certains, et on a pu mettre en place un soutien psychologique avec une psychologue extérieure, parce que c'était dans le cadre de notre assurance aussi, avec un accompagnement individuel sur pas mal de séances, ce qui a permis en tout cas d'aider à prendre du recul pour continuer à travailler avec ces valeurs de soignants et au quotidien. On les a gardées parce que sinon on aurait pu les perdre. Juste peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est important, mais comme vous évoquiez tout à l'heure, c'est par rapport aux personnes âgées qu'on envoie en urgence à l'hôpital. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a une saturation des services hospitaliers. Et malheureusement, parfois, on a des résidents qui restent un certain nombre d'heures sur un brancard, voire même dramatiquement, ils décèdent, parce que c'est arrivé, et faute de place, et ou ils partent pour une évaluation de l'état de santé, et ils reviennent en urgence dans la nuit, avec 2 professionnels pour 88 résidents la nuit, et un agent aide-soignant qui les accueille.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça fait partie de notre projet aussi. Quand je vous parlais d'une équipe dédiée, c'est d'avoir aussi une infirmière la nuit pour pouvoir évaluer, apporter son expertise clinique. Alors, pas par rapport aux places de soins palliatifs, mais également par rapport aux autres résidents pour justement éviter qu'ils soient hospitalisés en catastrophe. Merci. Alors, on va peut-être vous donner la parole. Vous allez lever la main pour ceux qui veulent s'exprimer. Et le temps que le micro arrive, je pose une question qui est une question très technique et qui sera peut-être pour mon voisin. Une prescription médicale est-elle nécessaire pour la mise en place de soins palliatifs à domicile? Si oui, en l'absence de médecin traitant, qui peut prescrire? Non. Non, c'est-à-dire? Non, il n'y a pas besoin de prescription. Alors nous, c'est simple, on nous appelle. On décroche le téléphone, allô. C'est aussi simple que ça. Et c'est partout pareil ou c'est propre à chaque... Je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, pour nous, en 93 Sud, on décroche le téléphone, on nous contacte. Évidemment, on a besoin de données médicales, on a besoin de pas mal de choses. On a évidemment c'est évidemment l'accord du patient, mais en tout cas, n'a pas de besoin de... Enfin, en tout cas, dans la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas besoin de prescription médicale. Pour intervenir. Je sais qu'il y en a qui le font, il y a des médecins consciencieux qui le font. Mais, cas peut-être exceptionnel, peut-être, mais si le médecin traitant considère qu'il faut hospitaliser le patient, et si la famille souhaite plutôt que ce soit... comment ça se passe? Alors attendez, oui. Bon, je rembobine. Évidemment, il faut collaborer. C'est-à-dire que si le médecin traitant n'est pas en accord avec l'intervention d'un réseau de soins palliatifs, ce qu'on appelle les réseaux, et aujourd'hui l'équipe mobile territoriale, évidemment, nous ne pouvons pas intervenir. On est obligé de collaborer avec le médecin traitant. S'il y en a, aujourd'hui, c'est encore une autre histoire. Vous avez la parole. Qui parle le premier? Vous vous levez. Quelqu'un qui n'est pas d'accord. Vous pouvez vous lever, qu'on vous voit et que vous vous présentez. Maud Girardot, je suis directrice d'une structure de soins à domicile, donc un SIAD, une équipe spécialisée Alzheimer et un centre de santé. Et j'aurais 3 points à évoquer avec vous. Vous avez parlé de l'HAD. Effectivement, on est en grande difficulté quand les médecins traitants ne voient pas le patient parce qu'il ne vient pas à domicile. Nous, on le voit tous les jours et on a des équipes en difficulté qui appellent pour faire accompagner en fin de vie la personne et le médecin n'entend pas. Donc là, on est face à un échec. Pour répondre à la question de l'internaute tout à l'heure, pendant le Covid, les SIAD étaient sur le pont, comme tout le monde. Et nous, on n'a pas laissé tomber de lit. On a accompagné tous nos patients pendant les 2 ans du Covid, avec les aléas des malades professionnels, des troubles psychologiques derrière pour accompagner les décès. Enfin, voilà. Même si on n'a pas été trop touché sur notre territoire, on n'a pas à se plaindre. Et un dernier point qui est très important, puisque la semaine dernière, moi, j'ai eu à faire face à un gros dilemme au niveau de l'équipe. En SIAD, on suit des personnes âgées essentiellement, mais on a aussi des personnes plus jeunes. Et je reviens sur le sujet de la fin de vie à domicile. Il se trouve qu'on accompagne une dame, Madame X, 52 ans, malade d'une SLA, qui a demandé vendredi dernier à l'équipe d'arrêter les soins parce qu'après-demain, elle s'en va en Belgique pour mourir. Et là, je suis un peu démunie par rapport à l'équipe. Comment accompagner ça? Parce qu'autant on est prêt, avec la fin de vie, sur la personne âgée, à l'accompagner et à voir cette fin de vie quelque part, autant sur une personne jeune qui ne le fait pas chez elle et qui en plus fait une démarche très lourde de prendre la décision, alors que toute l'équipe ne conteste pas, elle accepte et elle respecte tout à fait le choix. La question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France on en est encore là et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accompagner ce choix en France? Je vais me permettre de poser ma question en même temps à Madame Lefebvre, parce que ça va... On ne voit pas, on ne sait pas où vous êtes. Alors, Nadine Chauveau, médecin gériatre EHPAD de Carole Sanson. Je vais me permettre de poser la question, parce que ça va recouper. Vous avez exprimé que vous étiez songeuse à l'idée du projet de loi. On est parfois, nous, en tant que médecins, très songeurs face à la façon dont les familles peuvent vivre les fins de vie ou les maladies chroniques évolutives de leurs proches. Et on est de plus en plus soumis à des demandes d'euthanasie active.
Donc, je voulais aussi savoir, le fait que vous soyez songeuse m'a laissé dubitative sur ce projet de loi, donc je voulais des éclaircissements de votre part. Alors, qui veut répondre? On n'oublie pas votre question, madame, sur le départ de cette patiente vers la Belgique et l'accompagnement des équipes soignantes. Ben, je vais peut-être rebondir. Parce sur les que deux, peut-être. Finalement, je vais rebondir sur les deux, parce que tout est lié. La question que vous avez posée, c'est une question typiquement d'éthique et de droit mêlé. Donc c'est vrai que le fait d'encourager d'une façon ou d'une autre, sans être trop contraignant, mais en tout cas d'inventer, il faut faire preuve d'inventivité vraiment dans ce champ-là, un socle, un espace où on peut réfléchir à plusieurs pour apaiser, rassurer, essayer de revenir justement à qu'est-ce qu'on privilégie dans cette balance. Et je réponds à l'autre bout de ma phrase, c'est à vous, madame. Effectivement, on est passé donc d'une proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France à celle qui a été retravaillée par la Commission des affaires sociales, où il y a la moitié de moins d'articles, portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie, où en fait toutes les dispositions sur le développement de la réflexion éthique ont été supprimées. Alors, certes, on peut peut-être les retravailler ailleurs, mais en termes de message, c'est complètement délétère. Alors, quand je disais que j'étais songeuse, je peux dire que je suis chagrinée, que je suis dépitée, que je suis très en colère, que je suis tout ce que vous voulez, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord. Pourtant, je suis assez mesurée d'habitude. Mais non, c'est un message en fait qui va à l'encontre totalement de toute l'évolution qui s'est produite justement depuis la crise sanitaire. Alors, non pas qu'on ne réfléchissait pas éthique avant, mais il y a eu tellement de questions de sens pendant la crise sanitaire que depuis, en fait, on a vu les référentiels HAS mettre l'accent sur deux choses, hein, la démocratie participative, c'est-à-dire l'expression des personnes, et la place de l'éthique en établissement. La note d'orientation de 2019 de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance préconisait de mettre en place obligatoirement, d'ailleurs, elle allait très loin, hein, cette commission, un espace de réflexion éthique au sein de chaque établissement, y compris en soutien aux managers, mais aussi aux familles. Parce que la question que vous posiez, là, d'inclure les familles, voilà. Donc ça sert à ça, la réflexion éthique, ça sert à se poser. Et je réponds à ceux, même si je peux entendre hein, que ça prend du temps, etc., et que vous courez après le temps et l'argent, que tous les professionnels que je rencontre, et je ne suis pas uniquement au comité national, parce qu'on pourrait se dire les comités tout en haut, ils sont au perché. Non, je fais partie aussi de comités de terrain, et je n'ai vu aucun professionnel ressortir en disant « bon, j'ai perdu mon temps ». Au contraire, c'est un souffle. Vous pourrez en témoigner bientôt. Une respiration. Monsieur Chauvin, docteur Chauvin. Oui, très rapidement. En fait, la question qui est posée, qu'on a vue dans parce qu'on a rencontré beaucoup de gens dans la commission là, sur les soins d'accompagnement derrière, en fait, c'est la place de la volonté du patient. Et de mon point de vue, je parle vraiment à titre personnel, je pense que tant qu'on n'aura pas fait de la volonté du patient la pierre angulaire de notre système, on va se heurter en permanence à des situations comme vous l'évoquez. Et qui sommes-nous, nous, professionnels de santé, nous, directeurs d'établissement, pour juger de la pertinence de la volonté de quelqu'un? Qui sommes-nous? Si quelqu'un ne peut pas exprimer sa volonté, il y a des solutions juridiques, et moi je ne suis pas spécialiste, mais à ce moment-là, on met en place quelque chose, mais tant que ces personnes ont le droit d'exprimer leur volonté pour telle ou telle chose, financière, politique, il y en a qui peuvent voter, etc., pourquoi n'ont-elles pas le droit d'exprimer ce qu'elles veulent concernant leur prise en charge? Et il me semble que positionner la volonté du patient comme la pierre angulaire de notre système permettra d'avancer et de résoudre une partie des questions que vous posez les uns et les autres. Et simplement, si j'ai bien compris, le projet de loi, pour être tout à fait clair dont il s'agit, n'est pas le projet de loi sur la fin de vie tel qu'il est. Il a été diffusé d'ailleurs dans la presse, et c'était la version d'octobre, mais du projet qui est au Sénat en ce moment. Et sur le consentement, autre scène lecture, l'avis 136 dédié à exactement cette question du CCNE sur l'évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin.
où sont abordées très largement les questions de confiance, de vers qui on se tourne lorsque la personne ne peut plus du tout s'exprimer, mais aussi la priorité sur comment peut-elle s'exprimer. Alors, simplement pour faire un tout petit peu de ping-pong, il me semble qu'il faut même aller au-delà du consentement. C'est l'expression de la volonté qui doit primer sur « est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous fasse ça ?» Non, je veux qu'on fasse ceci, cela. Et il me semble que même la notion de consentement, c'est mettre en fait la décision médicale au-dessus de la volonté et après, les personnes sont d'accord ou pas. Non, me semble-t-il, il faudrait vraiment mettre la volonté du patient comme la pierre angulaire, parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des Mais c'est à titre personnel. Madame, là. Oui, donc justement, juste pour rebondir sur le respect de la volonté... Vous êtes qui? Pardon, oui, excusez-moi. Celle qui a perdu ses lunettes. Non, je suis infirmière coordinatrice dans un SIAT. Et j'essaye de mettre en place justement les fameuses directives anticipées. Et c'est pas du tout, et ce document est pas du tout évident, pas compris par mal perçu par les familles et par les patients. Je sais pas s'il y aurait peut-être des améliorations à mettre en place, parce que ça fait partie du respect de la volonté de la personne. Hein. C'est déjà, pour moi, c'est un progrès justement que ça puisse être mis en place, mais c'est encore un petit peu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors pourquoi? Alors aller plus loin. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est des. Alors, effectivement, nous, pourquoi ça marche pas déjà, ça fait un petit peu peur aux gens. On parle forcément de la mort, on parle de leur fin de vie, donc c'est un petit peu... Ils le prennent pas forcément bien, et puis les questions sont mal perçues, elles sont un peu floues, ils savent pas quoi répondre, ils comprennent pas, les questions sont pas comprises. Par exemple, j'ai essayé de trouver un exemple concret. Hein. Si vous êtes à l'hôpital, que vous êtes en fin de vie, est-ce que vous voulez qu'on s'acharne sur vous? Et puis il y a plein de petites questions précises. Non mais c'est le mot s'acharner qui leur fait peur. S'acharner ou pas, ou ils ont peur, ou ils ont peur qu'on ne fasse pas assez de soins. Peut-être que je serai en fin de vie, mais peut-être qu'on peut me sauver, alors je sais pas. C'est très compliqué. Hein. Je sais pas si d'autres personnes le rencontrent en EHPAD, mais nous, à mettre en place, c'est très compliqué. Ouais, juste... Alors, la directive anticipée, est-ce que l'anticipation dans notre pays, ça marche? Non, pour l'instant, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'une des mesures de la stratégie décennale est de proposer ce qu'on appelle l'Advanced Care Planning à la française, c'est-à-dire un plan de soins anticipé, pratiquement dès l'annonce de la maladie chronique, qui permettent d'exprimer non pas ces directives anticipées, mais sa volonté concernant la prise en charge, y compris quand les choses se dégraderont. Ce qui est très différent des directives anticipées, je rejoins tout à fait sur le formulaire des directives anticipées. Et là, en fait, ce sont des directives anticipées en situation, alors que d'habitude, on fait des directives anticipées à 30 ans, si vous avez un accident de voiture, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas? Il ne s'agit pas de ça du tout. Quand on vous annonce que vous avez un cancer en phase avancée, quand on vous annonce que vous avez une maladie de Charcot, etc., à ce moment-là, vous changez complètement d'optique et votre volonté est totalement différente de celle que vous pouviez exprimer dans des directives anticipées. Donc là, ça existe dans d'autres pays, ça existe en Suisse, ça existe au Danemark, ça existe dans d'autres pays. C'est ce plan de soins anticipé dont le formulaire sera complètement différent de celui des directives anticipées. Ce que vous voulez dire là, c'est que quand on est dans une perspective de fin de vie très concrète, là on se pose vraiment la question. Et là on peut répondre tandis que quand c'est très, très à froid, j'allais dire, on a du mal à se projeter. C'est ça que vous dites? Bah oui, quand vous avez 30 ans, que vous êtes en bonne santé, votre vision des choses, du monde et de votre fin n'a rien à voir avec quelqu'un quand on vous a annoncé que vous aviez un cancer, et que même si la perspective n'est qu'une perspective, en tous les cas, ça vous change complètement, enfin tous les patients le disent, tous nos patients le disent, ça vous change complètement la perspective. Et donc il faut qu'on trouve le moyen de recueillir cette nouvelle approche que vous souhaitez exprimer. Karine Lefebvre. Alors, je vais vous donner un exemple très personnel, c'est que le sujet de ma thèse de droit, il y a plus de 20 ans, c'était sur l'anticipation. Donc, vous voyez, ce n'est pas un sujet nouveau.
avec quelques rides de plus. J'avais travaillé sur le mandat de protection future il y a plus de 20 ans et je m'étais inspirée du modèle québécois où en fait c'est vraiment une affaire culturelle puisque chez eux, voilà, c'est naturel d'aller faire son testament de vie, etc. Mais si on regarde, c'est vrai qu'il y aurait sans doute des progrès à faire en termes de pédagogie, d'essayer de trouver un outil, même si il y a eu des tentatives, le document de l'HAS ou d'autres documents sur le site du ministère essayent d'être pédagogiques sur les directives anticipées. Mais ça reste encore très compliqué pour les raisons que vous venez d'évoquer. Mais ceci dit, la question se pose aussi pour une personne de confiance ou pour autre chose. Or si demain, et ce que je ne vous souhaite pas ni à moi-même, il nous arrive en pleine fleur de l'âge un accident, etc., il y a quand même des choses des choix qui s'imposent à nous, de se dire... ne serait-ce que pour faciliter la vie de ses proches, sur des choix de l'extrême intime. Je le reboucle avec le tout début. Et cet effort-là, en fait, il faut qu'on acquiert le réflexe, y compris sur cet ultime bout de vie. Alors, il reste encore quelques minutes avant la conclusion de votre président. C'est pas Emmanuel Macron, c'est Jean-Pierre Rizot. Allez-y, parce qu'après, vous allez regagner vos pénates. Donc... personne ne veut s'exprimer? Alors je vais peut-être donner la parole un peu pour conclure à nos débatteurs. Alors, je ne sais pas si on peut résumer comme ça, mais est-ce que vous avez par rapport à votre expérience que vous avez exposée, là, de prise en compte de la mort, finalement, est-ce que vous avez un ou deux conseils qui pourraient servir à vos collègues? Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais de donner des conseils qui peuvent permettre d'aider pour cette démarche-là, qui n'est peut-être pas toujours facile à enclencher. Oui, je pense que tout le monde le sait, la collaboration et la coordination entre tous les partenaires, elle est essentielle. Alors, on a évoqué plein de choses, la démographie médicale, quand il n'y a pas de médecin traitant, c'est compliqué aussi. Mais je pense que c'est vraiment important... quand on a une situation, de pouvoir s'appuyer. Alors, on a les équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles de fragilité. Alors, je ne sais pas si dans tous les secteurs, on a cette chance de pouvoir faire appel à eux, les équipes mobiles de soins palliatifs, l'HAD. Et je pense qu'il y a aussi l'importance que les EHPAD travaillent avec le domicile. Je ne vous ai pas exposé, mais dans notre projet d'expérimentation, on a le projet d'avoir des soins palliatifs de répit qui puissent aussi tournés vers le domicile, pour permettre à une personne qui est accompagnée au domicile d'être accueillie pendant quelques temps au sein de l'EHPAD pour pouvoir faire le point sur l'accompagnement, sa prise en soin et permettre, si c'est possible, un retour à domicile. Alors tout ça en proximité du lieu de vie, qu'il soit à l'EHPAD ou le domicile, pour que les proches soient vraiment présents et impliqués. Merci pour votre intervention. Alors, je vais vous poser une question, ça va vous aider peut-être à répondre. Même question, mais orientée autrement. Quel conseil vous donneriez vous avez en face de vous des directeurs, directrices d'EHPAD et de services d'aide à domicile et résidence autonomie. Quel conseil vous leur donnerez pour bien travailler avec des équipes mobiles quand elles existent? Elles n'existent pas partout, mais elles vont peut-être se développer, des équipes mobiles de soins palliatifs. Quel conseil vous leur donneriez pour que ça se passe bien, pour que ce soit intéressant? Je ne vais pas me permettre de donner des conseils, mais ce qui est important, c'est de se parler, de communiquer. Et, je pense que tout le monde soit à peu près à l'unisson dans la prise en charge d'une même personne, parce que il peut y avoir des défauts de communication, des interprétations, et voilà. Mais c'est se parler, savoir travailler en bonne intelligence ensemble, quoi. Et je reviens avec toujours l'histoire de Madame Lisette, qui est vraiment un cas typique. Et ils ont réussi à tenir tête malgré les réticences, etc. Et parce que je pense que tout le monde arrivait à peu près à se parler, anticiper aussi. Voilà. Mais je suis pas très puissant, désolé. Merci en tout cas. Karine Lefebvre, l'éthique, alors progresse à grands pas ou ça monte et ça descend? La prise en compte de l'éthique dans la vie des établissements, vous sentez que ça progresse bien ou... ça monte ou ça descend? Je vais juste citer une infirmière une fois qui disait, pour moi l'éthique c'était, pour elle, donc l'éthique c'est élastique. Voilà, c'est élastique, mais il y a quand même des jalons et des repères. Et ça me semble plus que jamais nécessaire. Donc, pour les politiques, des messages clairs et des valeurs fortes.
pour la mise en place sur le terrain des liens très étroits, effectivement, aussi bien en établissement que dans les SIAD, par exemple, ou les CESAD, donc champ du handicap, parce qu'on a parlé de personnes âgées, mais c'est absolument transversal, ce dont on vient de parler sur ces questions-là, pour toutes les personnes vulnérables. Et puis enfin, beaucoup d'écoute. D'où la montée en puissance. Alors, ça fait plusieurs années que je dis que les liens sont très étroits entre démocratie en santé, c'est-à-dire expression des usagers, mais aussi engagement citoyen d'ailleurs, et éthique. Peut-être simplement un exemple pour conclure de l'EHPAD où j'ai fait cette immersion, où la directrice avait fait travailler les résidents sur une procédure d'accueil, en fait. Et puis, quand je suis allée, elle me dit, la prochaine fois, ils ont demandé à travailler sur la procédure d'au revoir. Voilà, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça rejoint un petit peu les exemples que vous avez évoqués. Donc, continuez sur cette voie. Et pour finir, merci à vous, en tout cas, pour votre intervention. Professeur Chauvin, alors, est-ce que cette stratégie décennale, on est en 2024, hein, vous avez élaboré ça en 2023, je crois. Là, on est en 2024. Vous sentez que ça va bien, ça va se mettre en place progressivement ou que c'est... Comment vous voyez les choses? Non, je suis incapable de répondre à votre question, qui est une question politique. Nous, on a rendu un rapport, il a été instruit et on est assez loin dans l'instruction des mesures. Et si vous permettez, je vais prendre une seule mesure qui vous intéresse, à mon avis. Vous allez voir pourquoi. On a proposé la création d'un nouveau type d'établissement en France qui s'appelle les maisons d'accompagnement et qui sont en fait un établissement intermédiaire entre le domicile ou les EHPAD ou les établissements médico-sociaux et l'hôpital. Ces établissements intermédiaires existent dans beaucoup de pays. Ça existe au Danemark, ça existe en Italie. Enfin, on a vu comme ça un certain nombre de pays. Ces maisons d'accompagnement, en fait, permettent de faire le tampon pour éviter l'hospitalisation. Et on sait très bien il y a des allers-retours qui existent comme ça entre le domicile. Ça peut être, je rebondis là-dessus parce que vous en avez parlé, ça peut être des maisons de répit, ça peut être des maisons où on ajuste le traitement avant le retour à domicile et ça évite l'hospitalisation. Un hôpital n'est pas fait pour s'occuper de ces périodes chroniques, ces périodes difficiles, alors que ces maisons pourront l'être si elles voient le jour et si la stratégie est appliquée. Merci, professeur Chauvin. Alors, on rend l'antenne à 2 minutes avant le terme. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la FNADEPA. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Au revoir.